un monde de l'an 2000 tout robotisé, et je ne le connais pas encore, donc voilà, donc il y a eu des essais de prospective qui n'ont pas abouti, donc tout ça on pourra en parler ensemble. Et peut-être avant de rentrer dans le détail de tous ces points-là, ce que j'aimerais c'est peut-être définir ce qu'est le robot aujourd'hui, parce qu'on pense effectivement, le petit robot à gauche, là, qui est devant Patrice Dijard, représentant de la société Aldebaran Robotics, qui fabrique des robots, qui les vend, et qui en a vendu 3000, c'est ça? C'est à peu près 3000. Et donc trop à l'étranger et pas assez en France. Trop à l'étranger et pas assez en France. Voilà. Donc ça, on pourra en parler aussi. Pourquoi ça se vend mieux à l'étranger qu'en France? Et pour répondre à cette question, c'est quoi finalement un robot? Daniel Ijbia, vous êtes journaliste, tout à ma droite, ça va. Vous n'avez pas que je dise que vous êtes un expert en robotique, mais enfin quand même, vous êtes peut-être l'un des rares à avoir suivi l'histoire de la robotique de bout en bout, presque. Ça fait quelques dizaines d'années que vous suivez ce sujet. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Robot, jeunesse d'un peuple artificiel. C'est ça, ouais. Qu'on trouve plus maintenant en librairie, mais on trouve toujours sur iPad et sur Kindle. Voilà, pour ceux qui ont des iPad et Kindle, je suis surtout écrivain. et des Arcos, des ministres. Mais bon, alors, oui. Daniel, ouais, si on parle de robot, de quoi parle-t-on? Un robot, en deux mots, c'est un ordinateur qui est logé dans un corps mobile et qui est doté de capteurs et qui, à partir de ce qu'il va percevoir, va prendre des décisions sur ce qu'il doit faire. Grosso modo, c'est un ordinateur logé dans un corps, dans un corps mobile, et qui est capable, idéalement, de dire, ben voilà, là, par exemple, si c'est un robot de protection, quelqu'un veut vous attaquer, je vais et je vous protège. Voilà. Pour résumer. Voilà, ça permet d'introduire, ça c'est la robotique telle que tout le monde la conçoit. Vous voyez Laurent Dassault qui réagissait, Laurent Dassault qui représente évidemment la société Dassault et qui a une grande habitude et qui fait un grand usage des robots plus industriels. Vous les voyez comment les robots dans vos usines? Je dirais un robot, c'est d'abord un bras, et puis c'est une main. La main, c'est l'homme qui l'a fait. L'avantage du robot, c'est une création de l'homme. Donc le robot n'élimine pas l'homme, mais il libère l'homme. On a des tas d'exemples. Dans la société aéronautique SO Aviation, le premier robot est rentré en 1984 pour rifter le fuselage du Mirage 2000. Le fuselage du Mirage 2000, il y a 8000 rivets dans le fuselage, c'est-à-dire il y a 8000 opérations. Donc si vous multipliez par 5 avions par mois, parce qu'on a des toutes petites séries contrairement à l'automobile, donc on n'a pas énormément de robots dans nos ateliers, on a 20 cellules robotisées aujourd'hui en 2012, c'est-à-dire une quarantaine de robots. C'est rien par rapport à l'automobile. Vous rentrez dans une usine aéronautique, vous cherchez des robots. Vous rentrez dans une usine automobile, il y a une forêt de robots, je ne sais pas si certains d'entre vous ont visité comme moi Toyota à Valenciennes, on ne voit que des robots, il y a 3000 personnes, j'en ai pas vu une. Mais bon, c'est une conception industrielle complètement différente. Bref, donc 8000 opérations multipliées par 5 avions, ça fait 48 000 opérations. Une voilure de Mirage 2000, on l'a fait avec un robot en 2 jours, avec l'homme, le compagnon, on la faisait en 6 jours. C'est-à-dire qu'on gagne un tiers de temps. Donc, baisse de coût, et donc productivité accrue. Voilà. Robotique, productivité, donc ça c'est plus la vision industrielle. Myriam Kellener, vous n'utilisez pas de robot de là où vous vous placez, vous êtes procureur adjoint. Excusez-moi, je voulais juste remercier la ministre, moi étant fils et petit-fils d'entrepreneurs, de ce qu'elle a dit sur les entreprises. Merci. Voilà, le remerciement est fait. Bien à vous, Myriam Kellener, vous êtes fille d'entrepreneur, vous, non? Si, oui. Alors, beaucoup de chance. Sélectionné comme ça. Oui, c'est sur représentation. C'est mon cas aussi. Voilà. Donc, Myriam Kellener, vous êtes procureure adjointe au tribunal de Créteil, et vous êtes surtout spécialiste en cybercriminalité. Et quand on a préparé cette conférence débat, ce que vous m'avez dit, c'est que des robots, il y en avait partout, et notamment beaucoup sur le web. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu ce à quoi vous pensiez précisément? Oui, alors effectivement, bonjour à tous. Pour moi, les robots, c'est à la fois, par exemple, des moteurs de recherche, la possibilité de rassembler des connaissances par l'indexation automatique. Donc, il ne s'agit pas de diaboliser Internet, il y a des aspects très positifs. Et évidemment, en tant que maintenant pénaliste, même si dans une vie intérieure, je travaille dans le privé et fait une école de commerce, c'est aussi les délinquants qui vont utiliser
des robots, c'est-à-dire prendre le contrôle à distance d'ordinateurs pour justement diffuser par exemple des spams, des logiciels malveillants. Donc en fait, ce qui est intéressant, il m'a été demandé de croiser un petit peu ces deux notions de robot et de cybercriminalité. La cybercriminalité, c'est une forme de délinquance en quelque sorte parfois robotisée et de plus en plus. Donc ça a des incidences extrêmement importantes en termes économiques, on y reviendra certainement, en termes aussi de réponses législatives et de politique pénale à apporter, et aussi en termes de prévention pour les entreprises. Comment se prémunir, par exemple, d'attaques, de vols? Je pense à Anouk Taboron qui a lu en ce moment sur le secret, c'est la préservation des données. Comment éviter d'être victime de cyberattaques. Donc les enjeux économiques sont extrêmement forts. Donc pour moi, les robots, c'est ce qu'on appelle désormais, c'est des outils dont les délinquants se servent, ce qu'on appelle des botnets, des ordinateurs zombies. Merci Myriam. Je voudrais terminer ce tour d'horizon du panorama de la robotique avec Pierre Mouscalin. Vous êtes directeur général de Viva Santé, c'est le laboratoire Urgo, Mercurochrome, voilà, qu'on connaît mieux. Et vous, finalement, on pourrait se demander ce que vous faites là, tout simplement, quoi, parce que les pansements, c'est pas très robotisé, Mercurochrome encore moins. Donc vous allez contredire, tout simplement. Clairement, je ne suis pas un spécialiste du tout de robotique, mais effectivement, dans les pansements, il y a les pansements de tous les jours que vous utilisez quand vous vous blessez et quand vous faites du sport. Il y a des pansements un peu plus techniques pour un pied diabétique, un escar ou bien un ulcère. Et donc, dans ces nouveaux pansements dits modernes, il y a des applications effectivement extrêmement intéressantes. On a développé avec le CEA et l'entreprise Philips, dans le cadre d'un programme européen, un pansement dit intelligent. Intelligent dans le sens où il permet de suivre avec des capteurs des données sur la plaie du patient à distance, par exemple la température de la plaie, son degré d'infection, le taux d'humidité. Et dans un deuxième temps, on peut imaginer que ce pansement permettra également d'avoir une action, donc de prendre une décision, pour reprendre la définition de tout à l'heure, à savoir, par exemple, resserrer la compression, diffuser un agent anti-infectieux, et donc avoir effectivement l'aspect passif, mais également un aspect actif. Donc, la difficulté de cette innovation, qui est bien réelle, qui fonctionne aujourd'hui, ce sera la mise sur le marché et problématique de remboursement, mais je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Voilà pour le pansement robotisé, on pourrait dire. Oui, absolument. Alors dans la santé, il y a énormément d'exemples d'applications. Il y a le pansement tel que je viens de le définir. On a aussi des textiles intelligents qui permettent, par exemple, à des gens qui sont agités, vous savez qu'on a un risque d'escar, dès qu'on a un point de surpression de 1 heure ou 2 heures, ça va très très vite. Et il y a des textiles intelligents qui permettent d'envoyer l'information à distance ou bien de prévenir simplement le malade, de changer de position de 2 heures dès qu'un point trop important apparaît. Henri Verdier, vous vouliez réagir, président de Cap Digital, Henri Verdier, créateur aussi, récidiviste de start-up. Je suis créateur d'entreprise, mais pas dans la robotique, mais je préside Cap Digital, un pôle de compétitivité qui a une 50aine d'acteurs engagés dans la robotique. Je voulais juste apporter une autre proposition de définition et dire quelque chose que je n'ai pas encore entendu, et je le regrette. Moi, j'ai la totale conviction que la robotique, ça sera l'aventure de la génération montante, et que ce que nous avons vécu avec Internet, en termes d'innovation, d'explosivité, de disruption, de changement de société, nos enfants, ils vont le vivre avec la robotique. Et les technologies sont déjà là, vous allez me dire, on me disait déjà ça quand j'avais 20 ans, mais les exosquelettes, ils sont déjà utilisés, les voitures qui conduisent toutes seules, elles sont déjà testées. Cette fois-ci, les technologies sont là. Robotique, la prochaine aventure, donc on va essayer d'avancer un peu dans notre sujet, de se poser la question finalement,